Acte 4, scène 1. Le chevalier Frontin. Le chevalier. Que fais-tu ici? Ne m'avais-tu pas dit que tu retournerais chez ton agent de change? Est-ce que tu ne l'aurais pas encore trouvé au logis? Frontin. Pardonnez-moi, monsieur, mais il n'était pas en fond. Il n'avait pas chez lui toute la somme. Il m'a dit de retourner ce soir. Je vais vous rendre le billet si vous voulez. Eh, garde-le, que veux-tu que j'en fasse? La baronne est là-dedans? Que fait-elle? Elle s'entretient avec Lisette d'un carrosse que je lui ai ordonné pour elle, et d'une certaine maison de campagne qui lui plaît, et qu'elle veut louer en attendant que je lui en fasse faire l'acquisition. Un carrosse? Une maison de campagne? Quelle folie! Oui, mais tout cela doit se faire aux dépens de M. Turcaret. Quelle sagesse! Cela change la thèse. Il n'y a qu'une chose qui l'embarrasserait. Et quoi? Une petite bagatelle. Dis-moi donc ce que c'est. Il faut meubler cette maison de campagne. Elle ne savait comment engager à cela M. Turcaret, mais le génie supérieur qu'elle a placé auprès de lui s'est chargé de ce soin-là. De quelle manière t'y prendras-tu? Je vais chercher un vieux coquin de ma connaissance qui nous aidera à tirer 10 000 francs dont nous avons besoin pour nous meubler. As-tu bien fait attention à ton stratagème? Oh oui, monsieur. C'est mon fort que l'attention. J'ai tout cela dans la tête. Ne vous mettez pas en peine. Un petit acte supposé, un faux exploit. Mais prends-y garde, Frontin. Monsieur Turcaret, c'est des affaires. Mon vieux coquin laissé encore mieux que lui. C'est le plus habile, le plus intelligent écrivain. C'est une autre chose. Il a presque toujours eu son logement dans les maisons du roi, à cause de ses écritures. Je n'ai plus rien à te dire. Je sais où le trouver à coup sûr, et nos machines seront bientôt prêtes. Adieu. Voilà monsieur le marquis qui vous cherche. Scène 2. Le chevalier, le marquis. Le marquis. Ah, pas le sang bleu, chevalier. Tu deviens bien rare, on ne te trouve nulle part. Il y a 24 heures que je te cherche pour te consulter sur une affaire de cœur. Le chevalier. Et depuis quand te mêles-tu de ces sortes d'affaires, toi? Depuis 3 ou 4 jours. Et tu m'en fais aujourd'hui la première confidence? Tu deviens bien discret. Je me donne au diable si j'y ai songé. Une affaire de cœur ne me tient au cœur que très faiblement, comme tu sais. C'est une conquête que j'ai faite par hasard, que je conserve par amusement et dont je me déferai par caprice ou par raison, peut-être. Voilà un bel attachement. Il ne faut pas que les plaisirs de la vie nous occupent trop sérieusement. Je ne m'embarrasse de rien, moi. Elle m'avait donné son portrait, je l'ai perdu. Un autre s'en prendrait, je m'en soucie comme de cela. Avec de pareils sentiments, tu dois te faire adorer. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que cette femme-là? C'est une femme de qualité, une comtesse de province, car elle me l'a dit. Et quel temps as-tu pris pour faire cette conquête-là? Tu dors tout le jour et bois toute la nuit ordinairement. Oh non, pas, s'il vous plaît. Dans ce temps-ci, il y a des heures de bal, c'est là qu'on trouve de bonnes occasions. C'est-à-dire que c'est une connaissance de bal. Justement, j'y allais l'autre jour un peu chaud de vin, j'étais en pointe, j'agaçais les jolis masques, j'aperçois une taille, un air de gorge, une tournure de hanche, j'aborde, je prie, je presse, j'obtiens qu'on se démasque et je vois une personne. Jeune sans doute? Non, assez vieille, mais belle encore, et des plus agréables, pas trop belle. L'amour à ce que je vois ne t'aveugle pas. Je rends justice à l'objet aimé. Elle a donc de l'esprit? Oh, pour de l'esprit, c'est un prodige. Quel flux de pensée, quelle imagination. Elle me dit sans extravagance qui me charme. Quel fut le résultat de la conversation? Le résultat, je la ramenai chez elle avec sa compagnie, je lui offris mes services et la vieille folle les accepta. Tu l'as revue depuis? Le lendemain au soir, dès que je fus levée, je me rendis à son hôtel. Hôtel Garni apparemment. Oui, hôtel Garni. Eh bien, autre vivacité de conversation, nouvelle folie, tendre protestation de ma part, vive répartie de la sienne, elle me donna ce maudit portrait que j'ai perdu avant-hier. Je ne l'ai pas revu depuis. Elle m'a écrit, je lui ai fait réponse, elle m'attend aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Irai-je ou n'irai-je pas? Que me conseilles-tu? C'est pour cela que je te cherche. Si tu n'y vas pas, cela sera malhonnête. Oui, mais si j'y vais aussi, cela paraîtra bien empressé. La conjoncture est délicate. Marquer ton empressement, c'est courir après une femme. Cela est bien bourgeois, qu'en dis-tu? Pour te donner conseil là-dessus, il faudrait connaître cette personne-là.
Il faut te la faire connaître. Je veux te donner ce soir à souper chez elle avec ta baronne. Cela ne peut pas pour ce soir, car je donne un souper ici. Un souper ici? Je t'amène ma conquête. Mais la baronne, oh, la baronne s'accommodera fort de cette femme-là. Il est bon même qu'elle fasse connaissance. Nous ferons quelquefois de petites parties carrées. Mais ta comtesse ne fera-t-elle pas difficulté de venir avec toi tête à tête dans une maison? Des difficultés? Oh, ma comtesse n'est point difficulteuse. C'est une personne qui sait vivre, une femme revenue des préjugés de l'éducation. Eh bien, amène-la, tu nous feras plaisir. Tu en seras charmé, toi, les jolies manières. Tu verras une femme vive, pétulante, distraite, étourdie, dissipée et toujours barbouillée de tabac. On ne la prendrait pas pour une femme de province. Tu en fais un beau portrait. Nous verrons si tu n'es pas un peintre flatteur. Je vais la chercher. Sans adieu, chevalier. Serviteur, marquis. Scène 3. Le chevalier, seul. Cette charmante conquête du marquis est apparemment une comtesse comme celle que j'ai sacrifiée à la baronne. Scène 4. Le chevalier, la baronne. La baronne. Que faites-vous donc là, seul, chevalier? Je croyais que le marquis était avec vous. Le chevalier, riant. Il sort dans le moment, madame. De quoi riez-vous donc? Ce fou de marquis est amoureux d'une femme de province, d'une comtesse qui loge en chambre garnie. Il est allé la prendre chez elle pour l'amener ici. Nous en aurons le divertissement. Mais dites-moi, chevalier, les avez-vous pris à souper? Oui, madame, augmentation de convives, surcroît de plaisir. Il faut amuser monsieur Turcaret, le dissiper. La présence du marquis le divertira mal. Vous ne savez pas qu'ils se connaissent, ils ne s'aiment point. Il s'est passé tantôt entre eux une scène ici. Le plaisir de la table raccommode tout. Ils ne sont peut-être pas si mal ensemble qu'il soit impossible de les réconcilier. Je me charge de cela. Reposez-vous sur moi, monsieur Turcaret est un bon sot. Taisez-vous, je crois que le voici. Je crains qu'il ne vous ait entendu. Scène 5. La baronne, le chevalier, monsieur Turcaret. Le chevalier, embrassant monsieur Turcaret. Monsieur Turcaret veut bien permettre qu'on l'embrasse et qu'on lui témoigne la vivacité du plaisir qu'on aura tantôt à se trouver avec lui le verre à la main. Monsieur Turcaret. Le plaisir de cette vivacité-là, monsieur, sera bien réciproque. L'honneur que je reçois d'une part joint à la satisfaction que l'on trouve de l'autre, madame, fait en vérité que je vous assure que je suis fort aise de cette partie-là. La baronne. Vous allez, monsieur, vous engager dans des compliments qui embarrasseront aussi monsieur le chevalier, et vous ne finirez ni l'un ni l'autre. Le chevalier. Ma cousine a raison. Supprimons la cérémonie et ne songeons qu'à nous réjouir. Vous aimez la musique? Monsieur Turcaret. Si je l'aime, Malpeste, je suis abonné à l'opéra. Le chevalier. C'est la passion dominante des gens du beau monde. Monsieur Turcaret. C'est la mienne. Le chevalier. La musique remue les passions. Monsieur Turcaret. Terriblement. Une belle voix soutenue d'une trompette se la jette dans une douce rêverie. La baronne. Que vous avez le goût bon. Le chevalier. Oui, vraiment. Que je suis un grand sot de n'avoir pas songé à cet instrument-là. Oh, parbleu, puisque vous êtes dans le goût des trompettes, je vais moi-même donner ordre. Monsieur Turcaret, l'arrêtant toujours. Je ne souffrirai point cela, monsieur le chevalier. Je ne prétends point que pour une trompette. La baronne, bas à monsieur Turcaret. Laissez-le aller, monsieur. Le chevalier s'en va. Oh. Et quand nous pouvons être seuls quelques moments ensemble, épargnons-nous, autant qu'il nous sera possible, la présence des importuns. Monsieur Turcaret. Vous m'aimez plus que je ne mérite, madame. La baronne. Qui ne vous aimerait pas? Mon cousin le chevalier lui-même a toujours eu un attachement pour vous. Monsieur Turcaret. Je lui suis bien obligée. La baronne. Une attention pour tout ce qui peut vous plaire. Monsieur Turcaret. Il me paraît fort bon garçon. Scène 6. La baronne, monsieur Turcaret, Lisette. La baronne. Qu'y a-t-il, Lisette? Lisette. Un homme vêtu de gris, noir, avec un rabat sale et une vieille perruque. Bah, ce sont les meubles de la maison de campagne. La baronne. Qu'on fasse entrer. Scène 7. La baronne, monsieur Turcaret, Lisette, Frontin, monsieur Furet. Monsieur Furet. Qui de vous deux, mesdames, est la maîtresse des séants? La baronne. C'est moi. Que voulez-vous? Monsieur Furet. Je ne répondrai point qu'au préalable, je ne me sois donné l'honneur de vous saluer, madame.
et toute l'honorable compagnie, avec tout le respect dû et requis. Monsieur Turcaret. Voilà un plaisant original. Lisette. Cent ans de façon, monsieur, dites-nous au préalable qui vous êtes. Monsieur Furet. Je suis huissier à Verges, à votre service, et me nomme Monsieur Furet. La Baronne. Chez moi, un huissier? Frontin. Cela est bien insolent. Monsieur Turcaret. Voulez-vous, madame, que je jette ce drôle-là par les fenêtres? Ce n'est pas le premier coquin que... Monsieur Furet. Tout beau, monsieur, d'honnêtes huissiers comme moi ne sont point exposés à de pareilles aventures. J'exerce mon petit ministère d'une façon si obligeante que toutes les personnes de qualité se font un plaisir de recevoir un exploit de ma main. En voici un que j'aurai, s'il vous plaît, l'honneur, avec votre permission, monsieur, que j'aurai l'honneur de présenter respectueusement à madame, sous votre bon plaisir, monsieur. La Baronne. Un exploit. À moi. Voyez ce que c'est, Lisette. Lisette. Moi, madame, je n'y connais rien. Je ne sais lire que des billets doux. Regarde, toi, Frontin. Frontin. Je n'entends pas encore les affaires. Monsieur Furet. C'est pour une obligation que défunt monsieur le baron de Porkendorf, votre époux. La Baronne. Feu mon époux, monsieur? Cela ne me regarde point. J'ai renoncé à la communauté. Monsieur Turcaret. Sur ce pied-là, on n'a rien à vous demander. Monsieur Furet. Pardonnez, monsieur, l'acte étant signé par madame. Monsieur Turcaret. L'acte est donc solidaire? Monsieur Furet. Oui, monsieur, très solidaire. Et même avec déclaration d'emploi. Je vais vous en lire les termes. Ils sont énoncés dans l'exploit. Monsieur Turcaret. Voyons si l'acte est en bonne forme. Monsieur Furet, après avoir mis des lunettes. Par devant, etc., furent présents en leur personne, haut et puissant seigneur Georges Guillaume de Porkendorf et dame Agnès Hildegonde de la Dolinvillière, son épouse, de lui dûment autorisée à effet de ses présentes, lesquelles ont reconnu devoir à Éloi Jérôme Poussif, marchand de chevaux, la somme de 10 000 livres. La Baronne. De 10 000 livres? Lisette. La maudite obligation. Monsieur Furet. Pour un équipage fourni par ledit Poussif, consistant en 12 mulets, 15 chevaux normands sous poileroux et 3 bardeaux d'Auvergne, ayant tous crins, queue et oreilles, et garnis de leurs bas, selles, brides et licous. Lisette. Brides et licous? Est-ce à une femme à payer ces sortes de nippes-là? Monsieur Turcaret. Ne l'interrompons point. Achevez, mon ami. Monsieur Furet. Au paiement desquels 10 000 livres, les dits débiteurs ont obligé, affecté et hypothéqué généralement tous leurs biens présents et à venir, sans division ni discussion, renonçant aux dits droits, et pour l'exécution des présentes ont élu domicile chez Innocent Blaise le Juste, ancien procureur au Châtelet, demeurant rue du Bout du Monde, fait et passé, etc. Frontin, à monsieur Turcaret. L'acte est-il en bonne forme, monsieur? Monsieur Turcaret. Je n'y trouve rien à redire, que la somme. Monsieur Furet. Que la somme, monsieur. Oh, il n'y a rien à redire à la somme. Elle est fort bien énoncée. Monsieur Turcaret. Cela est chagrinant. La Baronne. Comment? Chagrinant? Est-ce qu'il faudra qu'il m'en coûte sérieusement 10 000 livres pour l'avoir signé? Lisette. Voilà ce que c'est que d'avoir trop de complaisance pour un mari. Les femmes ne se corrigeront-elles jamais de ce défaut-là? La Baronne. Quelle injustice! N'y a-t-il pas moyen de revenir contre cet acte-là, monsieur Turcaret? Monsieur Turcaret. Je n'y vois point d'apparence. Si dans l'acte vous n'aviez pas expressément renoncé aux droits de division et de discussion, nous pourrions chicaner le dit Poussif. La Baronne. Il faut donc se résoudre à payer puisque vous m'y condamnez, monsieur. Je n'appelle pas de vos décisions. Frontin, à monsieur Turcaret. Quelle déférence on a pour vos sentiments. La Baronne. Cela m'incommodera un peu. Cela dérangera la destination que j'avais faite de certains billets au porteur que vous savez. Lisette. Il n'importe. Payons, madame. Ne soutenons pas un procès contre la vie de monsieur Turcaret. La Baronne. Le ciel m'en préserve. Je vendrai plutôt mes bijoux et mes meubles. Frontin. Vendre ses meubles, ses bijoux? Et pour l'équipage d'un mari encore? La pauvre femme. Monsieur Turcaret. Non, madame. Vous ne vendrez rien. Je me charge de cette dette-là. J'en fais mon affaire. La Baronne. Vous vous moquez, je me servirai de ce billet, vous dis-je. Monsieur Turcaret. Il faut le garder pour un autre usage. La Baronne. Non, monsieur, non. La noblesse de votre
procédé m'embarrasse plus que l'affaire même. Monsieur Turcaret. N'en parlons plus, madame. Je vais tout de ce pas y mettre ordre. Frontin. La belle âme. Suis-nous, sergent, on va te payer. La baronne. Ne tardez pas au moins. Songez que l'on vous attend. Monsieur Turcaret. J'aurai promptement terminé cela. Et puis je reviendrai des affaires au plaisir. Scène 8. La baronne, Lisette. Lisette. Et nous vous renverrons des plaisirs aux affaires, sur ma parole. Les habiles fripons que messieurs Furet et Frontin et la bonne dupe que monsieur Turcaret. La baronne. Il me paraît qu'il l'est trop, Lisette. Effectivement, on n'a point assez de mérite à le faire donner dans le panneau. Sais-tu bien que je commence à le plaindre? Mort de ma vie, point de pitié indiscrète, ne plaignons point un homme qui ne plaint personne. Je sens naître malgré moi des scrupules. Il faut les étouffer. J'ai peine à les vaincre. Il n'est pas encore temps d'en avoir, et il vaut mieux sentir quelques jours des remords pour avoir ruiné un homme d'affaires que le regret d'en avoir manqué l'occasion. Scène 9. La baronne, Lisette, Jasmin. Jasmin. C'est de la part de madame Dorimène. La baronne. Faites entrer. Elle m'envoie peut-être proposer une partie de plaisir, mais... Scène 10. La baronne, Lisette, madame Jacob. Madame Jacob. Je vous demande pardon, madame, de la liberté que je prends. Je revends à la toilette et je me nomme madame Jacob. J'ai l'honneur de vendre quelquefois des dentelles et toutes sortes de pommades à madame Dorimène. Je viens de l'avertir que j'aurai tantôt un bon hasard, mais elle n'est point en argent et m'a dit que vous pourriez vous en accommoder. La baronne. Qu'est-ce que c'est? Madame Jacob. Une garniture de 1500 livres que veut revendre une fermière des Regrats. Elle ne l'a mise que 2 fois, la dame en est dégoûtée, elle la trouve trop commune, elle veut s'en défaire. La baronne. Je ne serais pas fâchée de voir cette coiffure. Madame Jacob. Je vous la porterai dès que je l'aurai, madame. Je vous en ferai avoir bon marché. Lisette. Vous n'y perdrez pas, madame est généreuse. Madame Jacob. Ce n'est pas l'intérêt qui me gouverne, et j'ai, Dieu merci, d'autres talents que de revendre à la toilette. La baronne. J'en suis persuadée. Lisette. Vous en avez bien la mine. Madame Jacob. Et vraiment, si je n'avais pas d'autres ressources, comment pourrais-je élever mes enfants aussi honnêtement que je fais? J'ai un mari à la vérité, mais il ne sert qu'à faire grossir ma famille sans m'aider à l'entretenir. Lisette. Il y a bien des maris qui font tout le contraire. La baronne. Et que faites-vous donc, madame Jacob, pour soutenir ainsi toute seule aux dépenses de votre famille? Madame Jacob. Je fais des mariages, ma bonne dame. Il est vrai que ce sont des mariages légitimes. Ils ne produisent pas tant que les autres, mais voyez-vous, je ne veux rien avoir à me reprocher. Lisette. C'est fort bien fait. Madame Jacob. J'ai marié depuis 4 mois un jeune mousquetaire avec la veuve d'un auditeur des comptes. La belle union. Ils tiennent tous les jours table ouverte. Ils mangent la succession de l'auditeur le plus agréablement du monde. Lisette. Ces 2 personnes-là sont bien assorties. Madame Jacob. Oh, tous mes mariages sont heureux. Et si madame était dans le goût de se marier, j'ai en main le plus excellent sujet. La baronne. Pour moi, madame Jacob. Madame Jacob. C'est un gentil limousin, la bonne patte de mari. Il se laissera mener par une femme comme un Parisien. Lisette. Voilà encore un bon hasard, madame. La baronne. Je ne veux point en disposition d'en profiter. Je ne veux pas sitôt me marier. Je ne suis point encore dégoûtée du monde. Lisette. Oh bien, je le suis, moi, madame Jacob. Mettez-moi sur vos tablettes. Madame Jacob. J'ai votre affaire. C'est un gros commis qui a déjà quelques biens, mais peu de protection. Il cherche une jolie femme pour s'en faire. Lisette. Le bon parti. Voilà mon fait. La baronne. Vous devez être riche, madame Jacob. Madame Jacob. Hélas, hélas. Je devrais faire dans Paris une figure. Je devrais rouler carrosse, ma chère dame, ayant un frère comme j'en ai un dans les affaires. La baronne. Vous avez un frère dans les affaires? Madame Jacob. Et dans les grandes affaires encore. Je suis sœur de monsieur Turcaret, puisqu'il faut vous le dire. Il n'est pas que vous n'en ayez ouï parler. La baronne, d'un air étonné. Vous êtes sœur de monsieur Turcaret? Madame Jacob. Oui, madame. Je suis sa sœur de père et de mère même. Lisette, d'un air étonné. Monsieur Turcaret est votre frère, madame Jacob?
Madame Jacob. Oui, mon frère, mademoiselle, mon propre frère. Et je n'en suis pas plus grande dame pour cela. Je vous vois toutes les deux bien étonnées. C'est sans doute à cause qu'il me laisse prendre toute la peine que je me donne. Lisette. Eh oui, c'est ce qui fait le sujet de notre étonnement. Madame Jacob. Il fait bien pis. Le dénaturé qu'il est, il m'a défendu l'entrée de sa maison. Et il n'a pas le cœur d'employer mon époux. La baronne. Cela crie vengeance. Lisette. Oh, le mauvais frère. Madame Jacob. Aussi mauvais frère que mauvais mari. N'a-t-il pas chassé sa femme de chez lui? La baronne. Il faisait donc mauvais ménage? Madame Jacob. Ils le font encore, madame, ils n'ont ensemble aucun commerce. Et ma belle-sœur est en province. La baronne. Quoi? Monsieur Turcaret n'est pas veuf? Madame Jacob. Bon, il y a 10 ans qu'il est séparé de sa femme, à qui il fait tenir une pension à Valogne, afin de l'empêcher de venir à Paris. La baronne. Lisette. Lisette. Par ma foi, madame, voilà un méchant homme. Madame Jacob. Oh, le ciel le punira tôt ou tard, cela ne peut lui manquer. J'ai déjà ouï dire dans une maison qu'il y avait du dérangement dans ses affaires. La baronne. Du dérangement dans ses affaires. Madame Jacob. Et le moyen qu'il n'y en ait pas. C'est un vieux fou qui a toujours aimé toutes les femmes hors la sienne. Il jette tout par la fenêtre dès qu'il est amoureux. C'est un panier percé. Lisette. Bah, à qui le dit-elle? Qu'il sait mieux que nous. Madame Jacob. Je ne sais à qui il est attaché présentement, mais il a toujours quelques demoiselles qui le plument, qui l'attrapent, et il s'imagine les attraper lui parce qu'il leur promet de les épouser. N'est-ce pas là un grand sot? Qu'en dites-vous, madame? La baronne, déconcertée. Oui, cela n'est pas tout à fait... Madame Jacob. Oh, que j'en suis aise, il le mérite bien, le malheureux. Il le mérite bien. Si je connaissais sa maîtresse, j'irais lui conseiller de le piller, de le manger, de le ronger, de l'abîmer. N'en feriez-vous pas autant, mademoiselle? Lisette. Je n'y manquerai pas, madame Jacob. Madame Jacob. Je vous demande pardon de vous étourdir ainsi de mes chagrins, mais quand il m'arrive d'y faire réflexion, je me sens si pénétrée que je ne puis me taire. Adieu, madame. Sitôt que j'aurai la garniture, je ne manquerai pas de vous l'apporter. La baronne. Cela ne presse pas, madame. Cela ne presse pas. Scène 11. La baronne. Lisette. La baronne. Eh bien, Lisette. Lisette. Eh bien, madame. Aurais-tu deviné que monsieur Turcaret eut une sœur revendeuse à la toilette? Auriez-vous cru qu'il eût une vraie femme en province? Le traître! Il m'avait assuré qu'il était veuf. Je le croyais de bonne foi. Oh, le vieux fourbe. Mais qu'est-ce donc que cela? Qu'avez-vous? Je vous vois toute chagrine. Merci de ma vie, vous prenez la chose aussi sérieusement que si vous étiez amoureuse de monsieur Turcaret. Quoique je ne l'aime pas, puis-je perdre sans chagrin l'espérance de l'épouser? Le scélérat, il a une femme, il faut que je rompe avec lui. Oui, mais l'intérêt de votre fortune veut que vous le ruiniez avant. Allons, madame, pendant que nous le tonnons, brusquons son coffre-fort, saisissons les billets, mettons monsieur Turcaret à feu et à sang. Rendons-le enfin si misérable qu'il puisse un jour faire pitié même à sa femme et redevenir un frère de madame Jacob. Fin du 4e acte.